Dans 15 jours, ils seront sur la ligne de départ pour postuler au poste de premier secrétaire du Parti socialiste. Et l'un d'entre eux, on le connaît depuis longtemps, Luc Carvounas, qui est député du Val-de-Marne. Luc Carvounas, bonjour. Bonjour. Un des premiers déclarés, c'est ça que je disais quand je disais Même le on premier. le connaît depuis longtemps, le premier. Alors, Bruno Le Maire a dit, mais non, il n'y aura pas de nouvel impôt pour remplacer la taxe d'habitation, et vous dites le contraire. Alors, qu'est-ce qui ment? Yves Tréhard, je dis le contraire, pourquoi? Parce que j'ai juste l'expérience d'avoir été un maire. Et Ouais. aujourd'hui, a été annoncé dans la campagne que 80% des contribuables ne paieront plus la taxe d'habitation en 3 ans. D'ici 3 ans. Et ça ne vous aura pas échappé que le Conseil constitutionnel, alors que la majorité actuelle avait très peur qu'elle se fasse retoquer pour un sujet d'iniquité entre les 20%. Elle a dit on verra d'ici à 2 ans. Elle a dit, OK, on laisse passer la copie du projet de loi de finances avec cette exonération de 80% sur 3 ans, à une condition, que à 2020, tous les contribuables soient exonérés. Donc en fait, aujourd'hui, Emmanuel Macron et Édouard Philippe se sont eux-mêmes piégés dans un dispositif où ils devront quoi? Trouver, s'ils veulent tenir leur parole du 1 euro pour 1 euro aux collectivités territoriales, trouver les finances. Ouais. Donc, sur le plan de la com, ils enlèvent la taxe d'habitation et en même temps, ils vont devoir trouver ou augmenter une nouvelle taxe. Des impôts existants. Et Madame Gouraud, je la connais bien, c'est une sénatrice, j'ai été sénateur pendant 6 ans, c'est une femme extrêmement honnête dans son propos. J'imagine qu'elle s'est fait un peu taper les le maire ment. Je pense que le maire ment, bien sûr. Voilà, ok. Qui a raison? Catherine Deneuve ou Caroline De Haas? Écoutez, j'ai été très... je parle de deux tribunes qui se sont affrontées sur... J'aurais aimé que cette dernière tribune n'existe pas. Laquelle? Celle de Catherine Deneuve. Oui, parce qu'au moment où on a eu une prise de conscience dans la société, et ça a dépassé... Et quand elle dit la drague, c'est pas le viol, elle a raison, non? Non, écoutez, c'est un sujet grave. Il y a eu, tout le monde l'a reconnu, vous aussi, qu'il y a eu une prise de conscience qu'aujourd'hui, il y a des femmes et aussi des hommes qui ont des difficultés sur des abus, des choses qui ne doivent pas passer. Donc Caroline De Haas. Où on se bat, mais pas Caroline De Haas. Non, moi, je suis pour que toutes les femmes qui se sentent, ou les hommes, parce que c'est pas que les femmes qui se sentiraient abusées, aient les moyens de libérer leur parole. C'est ça qui s'est passé. Et là, on a un texte convenu, porté avec Catherine Deneuve. Je suis déçu. Voilà, j'aurais aimé que ça n'existe pas. 27 janvier, clôture des candidatures. Vous suivez bien notre calendrier. Voilà, toujours. 4 candidats pour le moment. Stéphane Le Foll, ancien ministre de l'Agriculture, qui était proche de François Hollande, Olivier Faure, et Emmanuel Morel, qui est plutôt considéré comme plus à gauche que vous tous. Qu'est-ce qui vous distingue les uns des autres, quand même? C'est très simple. Qu'est-ce qui vous distingue, vous, des autres? Oui, je vais vous le dire. Moi, j'offre une ligne politique claire. Moi, je veux que le Parti socialiste... Eux, on verra leur texte. Moi, ça fait des mois, j'ai commencé mon tour de France. Quand est-ce qu'il sera... votre motion, dans les prochaines heures, il sera en ligne. Non pas un texte clos. Je ne veux pas que ce soit, comme d'habitude, des textes... Il est long, votre texte? On est contenu à 50 000 signes. C'est un exercice de style où il y a des paramètres obligatoires. Donc, voilà. Vous envisagez tout? Comment? Vous envisagez tout? On peut pas... L'économie, les problèmes de société... Oui, et en même temps, là où je ne pourrais pas développer des grands sujets, on aura l'opportunité de faire des contributions thématiques. Alors, on va venir dans le vous déplorez qu'il n'y ait pas de femmes pour le moment? Écoutez, moi, il y a encore 10 jours, j'entendais que Madame Vallaud-Belkacem. Najat Vallaud-Belkacem pouvait être la candidate qui emportait tout. Pourquoi elle a renoncé? Je ne sais pas, il faut lui demander. Mais non, sur les différences, c'est important. Julien Drey, il va y aller? Yves Tréhard, s'il vous plaît, parce que c'est un sujet important. On va y revenir. D'accord. Julien Drey. Vous lui demandez, j'en sais rien, moi. D'accord, ok. Moi, je pense aujourd'hui qu'on est dans la photo à peu près de départ. Vous avez lu et entendu ce que disent les observateurs. On est dans une bataille des égos, mais où est la bataille des idées? Oui, d'abord, les observateurs diront bataille des égos quand ils auront lu les textes. Aujourd'hui, à part ce que moi je peux proposer depuis des mois et repris par la presse, on ne peut pas comparer les propositions, il n'y en a aucune de la part des autres concurrents. Qu'est-ce qu'il y a dans votre motion là? Moi, ce que je veux ici affirmer, c'est à la fois une ligne politique claire sur les alliances. Oui, mais ça vous l'avez déjà dit. Oui, mais je vais le redire. Ça veut dire quoi? Moi, j'adosse 3 questions. Vous restez socialiste?
Il est très rare, je ne vais pas y arriver. D'accord. Bon. J'adosse 3 questions qui sont aujourd'hui extrêmement importantes sur l'urgence démocratique, sur l'urgence écologique et sur l'urgence des questions de société. Alors, l'urgence démocratique, c'est quoi? Laissez-moi, s'il vous plaît. Ces 3 urgences, elles sont portées dans leur ADN par qui? Par des partis politiques que l'on appelle les partis politiques de gauche, et c'est toute notre histoire. Parce que le progrès que j'appelle de mes voeux, que je veux être un progrès partagé pour tous, pas comme le fait aujourd'hui l'actuel gouvernement, on voit bien qu'il travaille pour une catégorie de personnes. Pour les riches? Pour les riches, bien sûr. Regardez ce qui s'est passé. C'est un gouvernement de droite, en fait. C'est un gouvernement de droite avec un président de droite. Mais bien sûr. Donc aujourd'hui, l'urgence démocratique, c'est quoi? Moi, je veux qu'on remette au clair, ce sera dans mes propositions, le souffle de nos institutions. On voit bien aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a une réforme constitutionnelle qui est prête. Oui, mais on a le droit de faire aussi des propositions quand on est dans le cadre d'un congrès. C'est quoi votre proposition principale? Écoutez, moi, dans mes propositions principales, c'est de faire un rééquilibrage entre le pouvoir présidentiel et le pouvoir parlementaire. C'est de supprimer le poste de Premier ministre. D'accord. C'est d'enlever l'opportunité du 49.3 ou de la dissolution. Il y a aussi l'urgence de la démocratie sociale dans l'entreprise. On voit bien. Et qui est-ce qui est responsable devant le Parlement alors? Le président de la République? Le président de la République, bien sûr. Donc en fait, le pouvoir législatif regagne beaucoup de pouvoir. Moi, je veux qu'on donne plus de moyens au pouvoir législatif qui est la représentation du peuple et national. L'urgence écologique. L'urgence écologique, on le voit bien aujourd'hui. Regardez le One Summit Planet. On voit bien que quand les grands pays se retirent finalement de la contractualisation de la COP21 dont tout le monde s'est félicité. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les grandes métropoles, les régions qui prennent le pas. Donc moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'au niveau européen, nous créons un grand campus européen de recherche sur les questions de transition climatique et d'énergie renouvelable. Et vous allez me dire comment vous financez. Il faudrait qu'ils trouvent aussi. Vous allez me dire comment vous recherche. Aujourd'hui, vous savez, le crédit impôt recherche qui est donné aux grands groupes de la part de l'État, c'est combien? C'est 5 milliards par an. Donc je pense qu'on peut aujourd'hui poser des actes politiques forts pour pouvoir avancer sur des sujets qui nous préoccupent tous. Et la question climatique, elle est même prégnante dans la question qui se pose et qui viendra bientôt au Parlement sur la question des migrants. Parce que les migrants climatiques sont aussi un des sujets qu'on doit se poser quand on fait de la politique aujourd'hui. L'urgence de société, vous dites? L'urgence sociétale, c'est de pouvoir poser des grands débats. Le grand débat, c'est sur la question... C'est pas le cas, là? Des grands débats sans hypocrisie, frère. Ah oui, parce qu'eux, ils sont hypocrites. Moi, j'ai été maire. Moi, je ne suis pas dans l'incantatoire. Alors, je lis beaucoup de déclarations. Les grands débats, c'est qu'on puisse prendre à bras le corps, enfin, la question de la PMA. Les grands débats, c'est d'avoir... Vous êtes pour? Oui, je suis pour. Les grands débats, c'est d'avoir une conférence de consensus pour qu'on pose le débat sur la GPA. La GPA? Moi, je n'y suis aujourd'hui pas hostile. Voilà. La laïcité, le financement des lieux de culte? Alors, j'ai été maire, Yves Tréhard. Donc, j'aimerais que l'on puisse permettre aux maires de pouvoir répondre à des attentes de leurs concitoyens pour qu'ils puissent bien pratiquer leur religion. Je vais vous donner un exemple très simple. Ma commune, Alfortville, on a gagné 10 000 habitants en 15 ans. 10 000 habitants. Donc, il faut agrandir la synagogue, il faut agrandir la mosquée. Eh bien, je ne peux pas. Et comme je ne peux pas, vous savez ce qui se passe? Non. Tous les vendredis, des prières de rue. Donc à un moment donné, c'est aussi le rôle de l'État. La loi de 1905, toute la loi de 1905, je n'ai pas de sujet sur ça. On ne la touche pas. Je ne suis pas là pour la retoucher. Mais je suis là pour qu'on pose des débats de société au XXIe siècle pour dire comment vous faites pour éviter les prières de rue? Eh bien, en construisant des mosquées, avec un organisme, peut-être en trouvant une taxe additionnelle sur le halal, comme fait le consistoire. Il y a des idées, il faut poser des... Moi, ce que je veux, vous l'avez compris, poser des débats. Vous êtes l'homme des débats. Non, je suis l'homme de la clarté. Qu'est-ce que vous battez pour un astre mort, là? Il n'est pas mort, le Parti Socialiste? Écoutez, moi, dans les fédérations où je vais, où je vois beaucoup de... Il y a encore du monde dans les fédérations? Il y a encore beaucoup de monde et il y a encore des centaines de collectivités dirigées par les socialistes. Pourquoi je me lance dans cette bataille? Parce que je veux que dans le débat qui nous attend, on dise clairement qu'on attend du Parti Socialiste qu'il soit... demain, s'il le peut, le plus central possible dans une maison commune à gauche qu'il faudra construire avec les communistes, les écologistes, demain le mouvement Génération. C'est des chemins qu'il faut recréer parce que toutes celles et tous ceux qui sont en train de m'expliquer que le talisman de la gauche, qui est son union, le rose, rouge, vert, n'est plus le principe que l'on peut invoquer pour les élections municipales à venir, eh ben, je leur souhaite bien du courage. Jean-Luc Mélenchon dit ça. Jean-Luc Mélenchon, il dit le clivage principal n'est pas entre la droite et la gauche, mais entre l'oligarchie et le peuple. Oui, mais les élites contre le peuple, j'ai bien compris quelle est sa doctrine. Moi, je crois au clivage... C'est fini, le clivage droite-gauche, vous y croyez encore?
Écoutez, quand on voit la réforme de l'ISF pour l'IFI, quand on voit l'augmentation pour les retraités, il me le disait, j'avais mes banquets des anciens qui me disaient tous qu'ils se rendaient compte aujourd'hui qu'on pénalisait leur pouvoir d'achat. Écoutez, regardez quand même, on me dit il n'y a plus de clivage gauche-droite. Aujourd'hui, la réforme fiscale qui a été faite par Emmanuel Macron, c'est 5 milliards de cadeaux fiscaux chaque année pour les 100 familles les plus riches. Et en même temps, l'INSEE, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE, augmentation de l'impôt ménage en 2018 pour les Français de 4,5 milliards d'euros. Non mais 5 milliards pour les plus riches de cadeaux, et malgré les belles annonces, c'est l'INSEE qui le dit. Combien de personnes vont voter? Moi, je pense que le collège électoral, il sera entre 25 000 et 40 000. Il y a combien d'adhérents au Parti Socialiste aujourd'hui? Pas plus de 40 000, pas plus de 40 000 à jour de leur cotisation. D'accord. Voilà. Ça sera quoi votre premier geste si vous êtes choisi? Mon premier geste, ce sera d'abord d'installer une équipe que je veux être dans une gouvernance nouvelle. Parce qu'on a trop connu au parti, vous, j'imagine, comme les autres observateurs politiques, un premier secrétaire élu, et en fait, il y a un chef, et il gouverne un peu tout seul, malgré le bureau national, le secrétaire national. Un peu bonapartiste. Moi, dans ce que je propose, c'est une nouvelle gouvernance. Dans ce que je propose, c'est l'affirmation qu'il y aura 3 premiers secrétaires nationaux délégués avec le premier secrétaire. Ça pourrait être sur 3 questions importantes qui ont été parfois un peu laissées comme ça, les outre-mer, la jeunesse et l'égalité femmes-hommes. Ça pourrait être vos concurrents? Vous allez les rassembler après? Moi, dans ce que je propose, c'est que l'argent, c'est le nerf de la guerre, on me l'a toujours expliqué, que le trésorier demain national du parti émane des rangs de la motion qui arrivera en numéro 2. Sur le même principe qu'au Parlement, le président de la Commission des Finances soit l'opposition. De l'opposition. Mais ça pousse au rassemblement, tout ça. Oui. Emmanuel Morel, qui est un de vos concurrents, dit il faut renouer avec la culture du compromis et trouver une synthèse nouvelle. Vous êtes d'accord avec ça? Tout dépend de quelle synthèse nouvelle il veut me parler. Si c'est une synthèse nouvelle tournée uniquement vers un acteur en particulier de la France insoumise, non. Si c'est une synthèse nouvelle qui est une synthèse à partir du socle rose, rouge, vert, mais pas seulement, parce que moi je prône la gauche arc-en-ciel. Parce qu'aujourd'hui, les partis politiques seuls ne suffiront plus à exprimer cette gauche que j'évoque et j'invoque de mes voeux. Vous n'y croyez plus finalement? C'est les syndicats tels qu'ils existent. Ils sont importants. Moi, vous savez, mon parti, c'est aussi ce qui m'a permis de me former, de m'éduquer sur mes valeurs. C'est aussi une belle école, un parti politique. Et je crois qu'il faut aujourd'hui, dans cette gauche arc-en-ciel que je souhaite mettre en œuvre, vous me dites ce sera quoi mes premiers gestes? Ce sera la gauche arc-en-ciel. Il faudra parler avec tout le monde. Et moi, je ferai partie de ceux. Mais c'est un vieux rêve, ça, parce que en fait, ça fait très longtemps que vous n'y arrivez plus à vous rassembler avec les écologistes, avec Yves, la gauche de la gauche. Ça, c'est ma marque. Voilà. J'ai rassemblé toute la gauche dans ma ville, dans mon département, au moment des régionales. Oui, mais nationalement, c'est plus difficile. Je l'ai fait pour les sénatoriales. C'est le seul département. Vous savez, ce n'est pas une incantation. Et les militants qui devront choisir, ils devront regarder aussi ceux qui ont fait ce qu'ils prônent. Et moi, ma marque, ça a toujours été le rassemblement de la gauche. Il vaut mieux avoir des gens un peu expérimentés. D'accord. Il y avait un mot-clé du socialisme à la française, c'était redistribution. Oui. Est-ce que c'est toujours un mot-clé pour vous? C'est une vraie question, parce qu'aujourd'hui, quand on peut se féliciter de retrouver presque 2% de croissance, la question que je veux poser au président de la République, c'est cette redistribution, elle va à qui? On l'a évoqué avec les cadeaux fiscaux tout à l'heure. Donc moi, dans ce que je veux proposer, c'est de poser de vrais actes aussi sur la question du pouvoir d'achat, parce que finalement, si on en est arrivé là aussi, c'est parce qu'on a échoué sur cette question-là. Donc j'ai des propositions très pratico-pratiques. L'une d'entre elles, c'est de revisiter, très rare, les 457 niches fiscales qui existent en France, qui correspondent à 100 milliards d'euros plus que l'impôt. La droite et la gauche tapent sur les niches fiscales, mais non, vous apercevez une chose, il y a certaines niches fiscales qui sont essentielles à la marge de l'économie. C'est pour ça que je dis qu'il faudra regarder sur les 457 niches fiscales et que sur les 100 milliards, j'essaye d'être pragmatique et réaliste. Je veux faire un arbitrage qui nous permettra d'exfiltrer 10 milliards et 10 milliards d'euros par an. C'est exactement, pour 5 millions de nos compatriotes les plus démunis, 200 euros par mois de plus. Vous voyez, je suis pratique, je suis pragmatique. L'État-providence, ça existe encore avec vous? L'État-providence, moi je parle de l'État tout court. l'État ne doit pas se substituer aux collectivités, mais ne doit pas non plus tout déléguer aux collectivités. Ce que je suis en train de voir aujourd'hui dans l'idée même de la décentralisation du président actuel, Macron, c'est plutôt une recentralisation par l'État et avec de moins en moins de moyens pour les collectivités territoriales. On continue avec Luc Carvounas, candidat, comme vous l'avez compris, au poste de premier secrétaire du Parti Socialiste. Le congrès aura lieu au mois d'avril et c'est avec Merwan Meadji que maintenant nous allons poser vos questions.
Bonjour Merwan. Oui, bonjour Lucas. Bonjour et bonne année. À vous aussi. Merci. On a une question de Aguil qui nous dit: comment comptez-vous être à la tête d'un parti dit socialiste où une grande partie des membres ne le sont plus et se dirigent vers soit la France Insoumise, soit Génération? Ça, j'entends. Génération, il faut peut-être préciser que c'est le parti la formation de Benoît mouvement de Hamon, hein. Benoît Hamon. Moi, j'entends cela, c'est un défi à relever. Et c'est pour cela que je suis persuadé que si on est sur un programme clair, c'est ce que j'ai essayé de construire dans la motion qui va être présentée aux militants, et si on est clair sur nos valeurs, peut-être qu'il y a eu ces dernières années, au travers de nos querelles, aussi une reculade sur ce qu'on devait porter. Moi, j'ai envie de vous dire que ma marque sera celle à la fois de la clarté et du pragmatisme, et de réenchanter le rêve républicain, comme le disait un certain François Hollande dans sa campagne. Où est-ce que vous l'installez, le Parti Socialiste, d'ailleurs, une fois qu'il aura déménagé de Solferino? J'écris dans ma motion que j'ai regretté que la décision ait été prise sans les militants, c'est qu'ils aient été consultés, la décision de la vente. La décision sur le principe du départ, vous n'êtes pas contre? La décision, on nous a expliqué que c'était la meilleure solution, sans jamais nous exprimer avec les documents financiers et comptables. Donc, dont acte, où est-ce la que vous décision voulez de Cambadélis. Écoutez, moi, j'ai un tropisme d'un rééquilibrage Est-Ouest, certainement parce que je suis un élu de l'Est de Paris, mais cette question-là, elle sera tranchée par les militants. Je veux que cette maison, demain, appartiennent aux militants, qu'ils aient envie d'y aller. Ça soit une maison ouverte. Une maison ouverte. Mais elle risque d'être vide, non? Je crois pas, non. Une question de Farouk qui nous dit: quelle est la priorité à l'heure actuelle pour votre département? Pour le département du Val-de-Marne, écoutez, c'est un grand chantier qui est celui du transport, la ligne rouge 15 Sud, je rentre dans les détails, c'est le Grand Paris Express qui est en train de prendre du retard. Il devait être livré pour 2022, c'est le nouvel axe de transport, hein, c'est le Grand Paris comme on le dit, donc c'est plus de mobilité pour nos compatriotes et les Val-de-Marnais en particulier. Et là, on nous annonce maintenant 2023, donc j'aimerais que ce chantier qui est extrêmement important et attendu avance. Et Val-de-Marne absorbé dans un Grand Paris avec la Seine-Saint-Denis et l'Essonne? Non, c'est le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine. Voilà. Moi, j'ai toujours pensé que la métropole, vous pourrez retrouver mes verbatim, c'est à l'échelle de la région. Pour autant, je considère, je le vois avec nos concitoyens, mais je le vois aussi avec nos administrations, que tout le monde semble un peu fatigué qu'on change la méthode tous les 2 ans. Mais vous êtes contre ou pour? Je n'ai pas compris. Moi, je suis pour une métropole à l'échelle de la région, que l'on conserve les départements. Et que les territoires, en fait les intercommunalités à l'échelle de cette métropole, puissent demain être à fiscalité propre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc vous êtes contre le projet Macron? Mais je n'ai pas vu le projet Macron, vous le connaissez vous me pouvez interroger moi, donc je vous dis ce que j'en pense de tout le travail que j'ai mené sur cette question. Merwan. Un autre sujet, mais du même internaute, ce qui s'est passé à Champigny-sur-Marne le soir du réveillon, est-ce que c'était évitable? Je rappelle, il y a eu des agressions de forces de l'ordre, dont une femme. D'abord, il faut condamner ce type de comportement et les condamner lourdement, ce que j'avais fait d'ailleurs très vite. Moi, je suis toujours pour qu'on soit attentif aux conditions de travail de nos forces de l'ordre, parce que quand on est encore une fois un élu local, chacun sait que le 31 décembre est un prétexte à des exactions. Là, il y a eu de gros débordements et j'espère que les coupables seront condamnés. Peine planchée pour ceux qui s'attaquent aux forces de l'ordre? Peine planchée ou en tout cas peine sévère. Mais de vraies peines. Parce que vous savez... Exécution des peines. Voilà, moi j'ai vu les policiers de mon commissariat à Alfortville faire le boulot, faire des interpellations et dès le lendemain revoir ceux qu'ils avaient interpellés dans la rue. Donc ça pose juste un problème. Tout à l'heure, vous avez dit que c'était le transport qui était l'une des priorités pour votre département. On a Philippe qui nous dit: et la délinquance, quelles sont vos propositions? Écoutez, la délinquance, moi j'ai toujours été clair, c'est de renforcer les moyens de la police nationale, ce que nous avons fait dans le dernier quinquennat. Mais ce n'est pas le problème de l'exécution des peines plutôt que de renforcer sans arrêt les moyens de la police? C'est un tout, il faut donner des moyens à la justice, donner des moyens à la police, donner des moyens aux collectivités. Aujourd'hui, beaucoup de collectivités montent des polices municipales, c'est aussi leur donner des moyens pour installer la vidéoprotection. C'est un ensemble. Et c'est aussi donner des moyens pour la politique de la ville, pour l'éducation. Vous êtes gauche sécuritaire, vous, quand même? Toujours raciste là-dessus. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire, la gauche sécuritaire. Non, mais qui n'occulte pas les problèmes de sécurité, quoi. Je suis né dans la ville d'Alfortville, une ville de banlieue. Moi, je suis confronté au vrai monde. Moi, je ne sais pas les expressions et les étiquettes qu'on colle aux uns aux autres. J'ai dirigé une ville de 50 000 habitants où je sais ce que c'est que d'essayer de garantir la sécurité de mes administrés. Vous avez parlé d'éducation, ça tombe bien. On a une question. Cela vous agace-t-il de constater que toutes les grandes villes ne suivent pas le même mouvement concernant les rythmes scolaires? Ce qui m'agace le plus, d'abord, c'est que le président ait décrété
que les rythmes scolaires seraient ici ou là annulés au bon gré des maires, mais c'est souvent par un effet d'aubaine parce que ça coûte cher. Mais surtout, ce qui m'inquiète, c'est qu'une bonne mesure qui est celle de mettre 12 élèves par classe de CP, c'est une bonne mesure, je considère cela, sauf que le ministre Blanquer nous a expliqué que là où ça ne peut pas être fait, on ne le fera pas. Donc l'école de la République, qui m'a permis, à moi le premier, de prendre l'ascenseur et d'être ce que je suis aujourd'hui, n'est plus la même en tout point du territoire national. Ça me pose problème. Dernière question. Rémi qui nous dit, qu'est-ce qui vous distingue d'Olivier Faure, Stéphane Le Foll et Julien Drey? Moi, je l'ai expliqué tout à l'heure à Yves Tréhard, c'est que moi, j'assume une ligne politique claire sur des alliances de gauche claires et je ne veux pas que le Parti socialiste devienne le supplétif de la deuxième partie de mandat de la République en marche ou bien demain une sorte de cinquième roue de la France insoumise. Nous sommes socialistes, je propose de relever la tête, mais sur cette alliance rose-rouge-verte et d'une gauche arc-en-ciel qu'il faut créer. Si vous deviez donner un pourcentage de chance de victoire, à qui? À vous. Je me bats pour gagner et je vais gagner. Donc vous allez gagner. Mais quand je fais une compétition électorale, c'est pour gagner. D'ailleurs, vous avez remarqué que je suis député. Ça marche. Merci Luc Carvounas de vous être prêté à cette interview aux questions des internautes. Merci Merwan. Et puis à lundi pour de nouvelles aventures.